Bonsoir Hila, vous avez changé votre cravate, c'est bien. Je sais, mais vous savez que, vous savez que ça intéresse beaucoup les journalistes, Oui, les journalistes du service public. oui, Ça a été le fruit d'une séquence chez nos amis de C'est à vous, oui, sur la 5. oui, Et ils ont beaucoup de boulot, visiblement. oui, oui, Ils ont parlé de cet échange que nous avions eu sur la cravate bien. la semaine dernière. Oui, mais L'échelle des priorités. c'est bien que le service public s'intéresse à nous, On les salue, on les et embrasse. spécialement à nos cravates. Oui. Un bon niveau intellectuel. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Moi, tout le monde se fiche de ma cravate. Mais non, elle est magnifique, vous avez une superbe cravate et, Et une très belle bonsoir, lunette. et bonsoir Geoffroy. Oui. Et félicitations Philippe de Villiers, parce que cet après-midi, vous savez que l'émission Face à Philippe de Villiers, plus d'1 million, jusqu'à plus d'1 million de téléspectateurs chaque vendredi soir, et puis c'est aussi le samedi matin sur Europe 1. Et j'avais cet après-midi une réunion pour présenter une sorte de bilan de ce début de saison avec notamment Donna Vidal-Revel. Et donc j'ai vu les scores sur Europe 1, plus de 800 000 auditeurs chaque samedi. Et puis vous êtes finalement la voix de ces dames, puisque 60% de l'auditoire est féminin. Alors vous avez peut-être un message pour les femmes qui vous écoutent ou qui vous regardent sur CNews. Je pourrais vous répondre, mais ce serait présomptueux, je ne suis pas surpris. je voudrais remercier toutes ces dames. J'ai déjà dit une fois, elles sont supérieures à l'homme, les femmes, puisque elles nous donnent la vie et elles nous enterrent. Et en fait, je voudrais aussi avoir une pensée pour Sandrine Rousseau, puisqu'elle n'est peut-être pas dans la comptabilité. Ah, peut-être pas, il faudrait lui demander. Oui, mais peut-être qu'elle peut y parvenir la prochaine fois. Voilà. J'aurais lui dire que c'est un bon critère, ce chiffre, parce que ça veut dire que je représente la masculinité toxique, le patriarcat, et que c'est en vogue, comme aux États-Unis. Ça arrive en France. Vous n'avez pas perdu votre voix. J'en ai perdu presque mon français avec tous ces chiffres, puisque j'ai dit 800 000 auditeurs. 800 000 auditeurs. Il n'y a évidemment pas de liaison. Et on pense à toutes les femmes. Donc, la voix de ces dames, Philippe de Villiers, la voix de ces dames. Philippe de Villiers, la culture reprend ses droits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la polémique est terminée. Le Puy du Fou est désormais éligible au pass culture. Les jeunes de 15 à 18 ans pourront maintenant utiliser l'application gouvernementale pour aller voir les spectacles du parc vendéen. Une décision saluée par l'actuel président du Puy du Fou. Vous le connaissez puisque c'est votre fils, Nicolas de Villiers. On l'écoute. Il était l'invité de CNews ce vendredi midi. Je crois qu'il y a eu un petit bug bureaucratique et puis que notre ministre de la Culture a entendu le message de cette incohérence et le ministère de la Culture m'a appelé ce matin, vous voyez, pour me confirmer qu'en effet nous étions éligibles au Pass Culture désormais. C'est pour les jeunes qui avaient des conséquences parce que le Pass Culture c'est pour ces jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens financiers de venir dans un site comme le Puy du Fou et qui grâce maintenant au Pass Culture vont pouvoir venir et donc la réduction dont ils bénéficient elle est prise en charge par l'État. Une bonne nouvelle, Philippe de Villiers, aux grandes dames d'un disparu de la vie politique, purgé par ses amis mélenchonistes, Alexis Corbière, qui avait écrit il y a 72 heures une tribune dans les colonnes de Libération. Le roman national, dit-il, réactionnaire du Puy du Fou, n'a pas plus de valeur historique qu'un village gaulois du parc Astérix. Geoffroy Lejeune. En fait, Alexis Corbière, il est prof d'histoire à l'origine, et c'est pas la première fois qu'il s'en prend au Puy du Fou. Je crois que vous lui avez jamais répondu, Philippe, et comme vous avez maintenant une tribune ici, qu'est-ce que vous avez à lui dire? D'abord, j'ai beaucoup de respect, et d'estime et d'admiration pour les profs d'histoire. Donc je salue le prof d'histoire Alexis Corbière, et qui n'est pas dénué de talent, y compris quand il s'attaque à ce qu'il considère comme des adversaires, d'un instant. Je dis d'un instant parce que j'ai demandé à un ami psychanalyste comment il interprétait ces démarches, ces attaques successives d'Alexis Corbière, ce qu'on appelle une fixette. Et il m'a répondu, on appelle ça en psychanalyse un amour contrarié, une passion contrariée, plus exactement une fascination contrariée. Et alors je lui ai dit, mais comment ça se traite? Et il m'a dit, il n'y a qu'une solution,
faire venir le patient sur place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit hier à Pascal Pro, je l'invite et je l'accueillerai moi-même. Et s'il veut venir avec des amis, il viendra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai fait ça plusieurs fois avec des profs d'histoire. Et le taux de réussite, le taux de la conversion, de la reconversion au roman national est absolument stupéfiant. C'est-à-dire 2 sur 3 repartent conquis. Et même Patrick Bouchon, qui est venu il y a 2 ans pour le Nouvel Observateur, il a confié au Monde, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Je pensais que c'était une kermesse du fromage, une fête de la citrouille, avec le vicomte avec ses métayers qui fait un feu de joie au Mont des Alouettes, mais pas du tout, pas du tout. C'est impressionnant, il faut qu'on fasse attention. Ah, attention. Je peux témoigner que Gérard Miller m'a dit exactement la même chose. Voilà. Et donc, je pense que la première démarche pour soigner le patient, c'est une visite au Puy du Fou. Ça peut détendre, vous voyez. Et puis, il y a une chance sur 2 que Corbière reparte et qu'il soit un dépliant volant et vivant. Mais il y a autre chose, c'est que s'il vient, on ira voir tous les spectacles du Puy du Fou, il faudra qu'il prenne son temps. Et entre les spectacles, je lui ferai une suggestion, que je vous fais des soirs. C'est que, en fait, il a un parc rentré. Il y a des politiciens qui ont des discours rentrés, lui, c'est un parc rentré. C'est-à-dire qu'en fait, il rêve de faire un parc. Et là, il aura le pass culture, à son tour. Mais pour avoir le pass culture, il faut qu'il fasse un parc. Un parc avec des spectacles vivants. Et moi, ce que je lui propose, ce que je lui dirais, il a un lieu pour le faire. Villeneuve-Saint-Georges, avec son copain, Louis Boyard. Ensuite, il peut faire une coproduction avec la fille qui a fait le film, 4 pour 1, sur les mousquetaires. Il y a 2 spectateurs par séance. Mais il y a une subvention énorme du CNC. Donc, il peut peut-être avoir des moyens supplémentaires. Et enfin, et surtout, moi, vous savez, à mes heures, je suis scénariste. Donc, je me suis dit, si j'étais Corbière, qu'est-ce que je ferais ? Et donc, je lui suggère de réfléchir déjà. Je peux l'aider, hein, il peut m'appeler. Donc, les spectacles vivants, il y aurait... le premier s'impose, j'étais dealer. Par, voilà, le futur maire, peut-être. Ensuite, un autre spectacle, ce serait la table rase, avec des gibets, avec des piloris, avec des guillotines ensanglantées, etc. De Robespierre à Mélenchon. Et puis, évidemment, il faut ressortir la scène. Le spectacle, à mon avis, c'est facile d'acquérir les droits par Patrick Boucheron. La scène avec les drag queens de la cérémonie des Jeux. Et j'ai un nom pour le parc. Ça serait fantastique. Le parc du Mémoricide. Mémoricide, je rappelle. C'est tout simple, mais ça marche. Ça se vend beaucoup. Ça marchera très bien. Mais enfin, vous avez dit, il peut venir avec ses amis. Et je précise que M. Corbière a été purgé. Il est persona non grata en termes mélenchonistes. Hein. Il est purgé de son parti, il n'est pas purgé de son pays. Donc vous l'invitez. Et donc le Puy du Fou, c'est la représentation du pays tout entier. Donc écoutez, nous, on accepte tous les purgés. On sait ce que c'est les purgés. Je suis curieux de voir cette rencontre. On accueille tous les purgés. Philippe de Villiers, alors vous devenez visiblement une cible régulière, puisque l'émission, je le disais tout à l'heure, jusqu'à 1 million de téléspectateurs, et plus d'1 million de téléspectateurs chaque vendredi soir, 800 000 le samedi matin. Et donc, c'est peut-être, ça peut déranger quelques âmes chagrines. Et j'ai vu une séquence le week-end dernier, et c'est une séquence qui a attiré aussi votre attention, dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, l'excellente Léa Salamé, qui recevait le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et il s'est prêté au jeu du photoball. Je le dis aux téléspectateurs qui ne connaissent pas la séquence, il pose une question à la personnalité qui voit apparaître à l'écran. D'accord ? Et donc vient à ce moment-là la photo d'un certain Bruno Retailleau. Regardons la séquence. Bruno Retailleau. Attention aux influenceurs vendéens.
Ok. Mais de qui parle-t-il? Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que vous vous êtes senti visé par cette formule influenceur vendéen? Et qu'est-ce que vous lui répondez au ministre des Affaires étrangères? Alors, je me suis senti visé, oui. Et alors, la règle du jeu, c'est que vous êtes Léa Salamé un instant. Exactement. Et donc, Léa Salamé, vous me posez une question, qu'est-ce que je réponds? Bon, voilà, quelle question vous aviez la photo de Jean-Noël Barrot. Alors voilà, c'est ça. Je vous présente la photo de Jean-Noël Barrot. Voilà. Et donc, quelle question vous posez à Jean-Noël Barrot, monsieur Philippe Alors Devilliers? moi, je lui pose une question. Qu'est-ce que ça fait, Jean-Noël Barrot, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, qu'est-ce que ça fait de vivre couché toute la journée? Pourquoi non? De vivre couché au pied du président algérien, pendant que Boualem Sansal est en train de mourir en prison. De vivre couché auprès du président comorien, pendant que les Comoriens clandestins sont en train d'envahir, de submerger Mayotte. De vivre couché auprès du président de l'Azerbaïdjan, qui est en train de fomenter un mouvement décolonial en Nouvelle-Calédonie. De vivre couché au pied de Madame van der Leyen, l'impératrice, qui est en train de conclure son note d'eau pour faire crever nos agriculteurs le Mercosur. De vivre couché, en fait, auprès des uns, auprès des autres, alors même que la France est chassée de l'Afrique, qu'elle n'existe plus au Moyen-Orient, que Trump nous prend à la rigolade, et tout ce que fait le ministre des Affaires étrangères, il est allé voir son collègue du Danemark pour lui dire « Vous inquiétez pas, on enverra des troupes pour protéger le Groenland. » Alors on est fâché avec les Russes, maintenant on se fâche avec les Américains. Voilà. Et en fait, je vais vous dire une chose à tous les deux. Vous qui êtes des garçons cultivés, quand vous regardez Jean-Noël Barrot, ce ludion frivole, vous ne dites pas c'est le successeur de Talleyrand et de Vergennes et de Couve de Murville. Et c'est là qu'on mesure la pente descendue. Saint-Exupéry disait « Quand j'entends un chant villageois du XVe siècle, je mesure la pente descendue. » Et moi, quand je vois Jean-Noël Barrot dans une émission de variété, avec une journaliste d'ailleurs excellente, par ailleurs, réputée, que je connais, qui m'a toujours bien traité. Mais quand même, il a autre chose à faire, non? Boualem va mourir. Et pendant ce temps-là, il parle des influenceurs algériens. En parlant de moi. Je suis si dangereux que ça. Vendéen. Non, mais les influenceurs algériens en parlant de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait passer pour un influenceur algérien. Ah, c'est comme ça que vous l'avez. Est-ce qu'on Remarquez, si je suis influenceur algérien, peut-être que j'aurai un message du président Macron, puisqu'il est sur TikTok. Il est TikToker maintenant. Et j'ai pas entendu, pardonnez-moi Philippe. Emmanuel Macron, il répond aux TikTokers. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais à un moment donné, je me suis senti débranché, là, par votre incompréhension. Voilà. Bon, non, tout ça est dérisoire, en fait. Hein. C'est grave. Le pays coule. On a le Quai d'Orsay. Vous vous rendez compte, au Quai d'Orsay, il y avait ce qu'on appelait, du temps de mon ami Gilbert Perrol, qui était l'ancien chef de cabinet du général de Gaulle, qui m'a formé à la diplomatie avec Dominique Souchet. Il disait, il y a le fauteuil de Vergennes. Et le premier geste du nouveau ministre, c'est d'aller dans le fauteuil de Vergennes. Vergennes, c'est lui qui a permis quand même aux États-Unis d'exister, c'est pas n'importe quoi. Et je me dis que le fauteuil de Vergennes est décidément trop grand pour M. Barrot. Voilà votre réponse, Philippe Devilliers. Oui, elle est gentille. À cette... je connais des... Ça pourrait être pire. Oui, j'imagine, Philippe Devilliers. Mais puisque vous parlez justement des influenceurs algériens, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces prêcheurs de haine sur les réseaux sociaux, puisque l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie a été suspendue par la justice française. Le tribunal administratif de Paris a estimé que la procédure d'urgence utilisée par Bruno Retailleau n'était pas justifiée. L'influenceur avait pourtant partagé des messages de haine sur les réseaux sociaux. Philippe Devilliers, est-ce que c'est un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau ? Non, ce n'est pas un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, c'est un camouflet pour la France et tous ceux qui veulent protéger ce fameux état de droit.
quand cette affaire est arrivée, j'ai repensé à quelqu'un qui était vraiment un ami proche. J'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps. Jean Foyer, ça vous dit rien? Si. C'était l'ancien garde des Sceaux du général de Gaulle. C'est mon voisin, il était organiste, c'était un homme extraordinaire, très cultivé, il parlait latin couramment. Mon voisin du Maine-et-Loire. Et on parlait très souvent, il venait souvent au Puy du Fou avec Marie-France Garot, et voilà. Et un esprit très, très, très acéré. Et il m'avait raconté comment il s'est fait remettre en place, c'est le moins qu'on puisse dire, par le général de Gaulle, quand il a voulu lui présenter la Convention européenne des droits de l'homme pour une éventuelle ratification par le Parlement. Et de Gaulle lui a dit, Foyer, il faut que vous appreniez une fois pour toutes qu'il y a d'abord la France, puis l'État, puis le droit. De Gaulle connaissait par cœur la phrase de Royer-Collard. Les révolutions commencent toujours par les juristes, elles se terminent toujours sans eux. Quand la République est livrée aux juristes, c'est mauvais signe. Parce qu'on est tout près de la République des juges. Nous y sommes. Et le fait que vous venez de signaler indique que nous sommes dans la République des juges. Le ministre de l'Intérieur prend une décision logique, conforme au bon sens, et c'est retoqué par un juge. Mais derrière ce juge, il y a tout un système. La République des juges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les juges ne jugent plus au nom du peuple, au nom de la nation, au nom de la sécurité, ils jugent au nom d'un corpus idéologique au service de minorités. Quand je dis les juges, c'est pas simplement ce juge-là, c'est toute une oligarchie juridique qui travaille à la déconstruction du pays. Alors ça peut paraître fort ce que je dis, là, je vais vous le prouver, en 2 phrases. Le Conseil constitutionnel a pris 2 décisions récemment. La première, et qui concerne la citoyenneté française, qui devient de plus en plus floue. La première, c'est de rendre légale l'aide au séjour irrégulier. C'est-à-dire qu'une association qui aide au séjour irrégulier, elle a le droit de le faire. C'est légal. Conseil constitutionnel. Et au nom de quoi? Tenez-vous bien, au nom du principe de fraternité qui est dans la Constitution. Et donc en fait, le Conseil constitutionnel retourne la Constitution contre elle-même, contre le bien commun, contre la sécurité des Français. Et deuxième exemple, une déclaration de Fabius, plus récente encore. Fabius qui a dit « La préférence nationale n'est pas conforme à la Constitution ». C'est quoi la préférence nationale? C'est la distinction entre un citoyen avec des droits et des devoirs et un étranger qui n'a que des devoirs en France. Il n'a pas de droits a priori, sauf s'il a une carte de séjour. Mais il y a 2 différences historiquement entre un étranger et un citoyen. C'est 1, la pérennité du séjour, 2, le droit de vote. Si on fait disparaître ces 2 différences, ce qu'a voulu faire le président du Conseil constitutionnel, il n'y a plus la nation, il n'y a plus la citoyenneté. On en est là aujourd'hui. Et quand les juges ne suivent pas leur propre instinct de la déconstruction, ils suivent les cours suprêmes et notamment les cours européennes. Et là, par exemple, le ministre de l'Intérieur, il sait très bien, parce qu'il connaît ses dossiers, qu'il ne peut rien faire à cause de la directive de 2008 sur le retour. Et elle n'est pas près d'être changée. Et qui ne peut rien faire à cause du pacte asile-immigration qui va déverser en France, c'est déjà commencé, des milliers et des milliers de migrants clandestins. En d'autres termes, tant qu'on n'aura pas rétabli 2 frontières, la frontière physique et la frontière juridique, par rapport aux juges et par rapport à Bruxelles, on ne pourra rien faire de durable et d'utile. Et c'est terrible pour le ministre de l'Intérieur, parce qu'il est condamné
à l'impuissance et au ministère de la parole. Et je pense que les Français vont se lasser assez vite. Ça commence, du ministère de la parole. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, on va parler de la tombe de Jean-Marie Le Pen qui a été saccagée moins de 3 semaines après son inhumation dans le caveau familial où reposent entre autres sa mère et son père à la Trinité-sur-Mer. Croix et plaques dégradées. Une enquête est en cours et la sécurité a été renforcée. Je vous propose qu'on découvre et qu'on lise la réaction de Marion Maréchal, sa petite fille. Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres. Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager, mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération. Notre détermination sera à la mesure de votre infamie. Que signifie, selon vous, ce geste barbare, Philippe de Villiers? C'est très important. C'est un fait majeur. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un signe du retour à la barbarie. La distinction entre la civilisation et la sauvagerie, c'est quand on enterre ses morts et qu'on considère que le tombeau est sacré. On fleurit les tombes. D'ailleurs, historiquement, la pièce qui structure la civilisation, qui l'informe, qui irrigue, qui irradie, la pièce grecque, Sophocle, c'est Antigone. Antigone, elle se bat contre Créon. Créon, c'est l'État aveugle, l'État sourd, l'État froid. Et là, elle est la petite fille qui dit simplement « Laissez-moi le droit d'enterrer mon frère Polynice ». Et Créon dit non, vous n'aurez pas ce droit. Et quel est le sens de ce combat? Il est symbolique. D'un côté, il y a l'État froid, la puissance publique sans humanité, et de l'autre, les lois immémoriales. Donc c'est un signe, nous sommes en train d'entrer dans la barbarie. Mais c'est un deuxième signe. C'est un signe de guerre civile. Quand on fait ça, c'est qu'on est au bord de la guerre civile ou déjà dans la guerre civile. Et moi qui suis vendéen, je sais comment les révolutionnaires ont pris le cadavre de Charette et ils l'ont recouvert de chaux dans les carrières de Gigant à Nantes pour qu'il disparaisse à tout jamais. Et tous les Français savent, d'ailleurs Véronique Jacquet l'a rappelé tout à l'heure très intelligemment, qu'un des moments phares de la Révolution française, de la terreur, où la gauche régnait, la gauche robespierriste et mélenchoniste régnaient seuls, c'est la décision de la Convention de profaner les tombeaux de la nécropole royale de Saint-Denis. Vous vous rendez compte où on en était, où on en est. Et donc en fait, pardon de dire ça à la gauche révolutionnaire, l'extrême gauche, mais cette gauche-là, elle cherche à détruire la civilisation et elle cherche à provoquer l'acte de guerre civile. C'est un acte de guerre civile. Quand on s'en prend à une famille, à une tombe avec toute une famille, eh bien, quand on s'en prend aux morts, on est prêt à s'en prendre aux vivants. C'est la prochaine étape. Philippe de Villiers, on se retrouve dans un instant. Après une courte pause, on parlera de ce drame et la mort d'Elias, tué à coups de couteau à l'âge de 14 ans pour un téléphone. Et puis on reviendra en longueur sur ce mot qui a inondé les plateaux de télévision et les débats politiques, submersion. Submersion migratoire. Est-ce un sentiment de submersion migratoire? On en parle juste après la pause. À tout de suite. Philippe de Villiers, il s'appelait Elias, avec 14 ans, vendredi dernier. Il sortait de son entraînement de football dans le 14e arrondissement de Paris. Il n'est jamais rentré chez lui, mort des suites de ses blessures après avoir été attaqué au couteau. Les deux suspects ont 16 et 17 ans. Ils sont déjà connus de la justice et de la police. Je vous propose d'écouter un échange à l'Assemblée nationale entre Marine Le Pen qui a interpellé le Premier ministre François Bayrou. Monsieur le Premier ministre, Elias avait 14 ans.
Vendredi dernier, dans Paris, il a été assassiné par 2 mineurs pour un téléphone portable. Et la France, à nouveau, est sous le choc. La France, devenue le pays où le premier des droits de l'homme, le droit à la sécurité personnelle, est chaque jour foulé aux pieds. Le nombre de violences physiques a augmenté de 30% en 8 ans, avec une victime toutes les 3 minutes. Ceci nécessite évidemment une réponse politique et une réponse pénale. Quel est le substrat dont se nourrissent ces crimes? Le sentiment d'impunité. Le sentiment répandu parmi ces jeunes dans les situations de dérive que nous connaissons, le sentiment qu'ils ne risquent rien. Sentiment d'impunité. Geoffroy Lejeune. Philippe, je me souviens de votre chapitre dans Mémoricide sur le meurtre de Thomas à Crépol. Est-ce que, à nouveau, dans le cas d'Elias, on peut parler d'un scandale judiciaire et d'un scandale politique? Oui. Tout à fait. C'est à quoi je pensais en regardant ces images. Je pense que c'était d'abord la faillite. Enfin, vous savez, les murs porteurs. Moi, je parle souvent des murs porteurs. Le premier mur porteur qui s'est effondré, c'est évidemment l'institution judiciaire. Et là, en l'occurrence, nous payons le prix de l'erreur tragique de la réforme Belloubet 2021, qu'on a appelée la césure pénale. Et quand je regarde cette réforme, quand je la relis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Je rappelle, 2 audiences, l'audience de culpabilité dans les 3 mois et l'audience de la peine, de la sanction, dans les 6-8 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on déclare d'abord la culpabilité, puis on attend, puis on revient quelques mois après pour prononcer la peine. C'est totalement inefficace. C'est totalement ridicule. C'est contraire au réel, au bon sens. La culpabilité doit aller avec la peine. Sinon, le jeune mineur, il rit et il recommence. C'est vraiment une école de la récidive. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et pourquoi on ne le fait pas? Premièrement, supprimer la césure pénale et instaurer, évidemment, la convocation immédiate du mineur. Immédiate. C'est-à-dire ce qu'on appelle la comparution immédiate. Ensuite, il faut supprimer l'excuse de minorité. Quelqu'un qui tue comme un adulte doit être sanctionné, puni comme un adulte. On n'est plus au temps de l'ordonnance de 1945. Ensuite, il faut des peines effectives et des peines de prison. Vous vous rendez compte que là, il y a 170 000 jeunes mineurs qui ont été l'objet d'une procédure pénale. 25 000 ont été condamnés et 10% seulement ont eu une peine de prison effective. Donc, il faut la peine de prison effective. Et la courte peine, mais la peine tout de suite. Alors, je dis la faillite de l'institution judiciaire, mais j'ajoute la faillite de l'institution scolaire. En vous écoutant à l'instant, je pensais à une émission qu'on a faite ici. On a parlé un jour, et on était sérieux tous les 3. Enfin, moi, je faisais mine de l'être, parce que je ne voulais pas choquer. C'était au temps où Attal était le Premier ministre que Macron avait donné à la France. Et Attal, à Nice, un jour, il a fait un numéro, un grand vélo sur les ateliers d'empathie. Vous vous souvenez de ça? Et donc, en fait, tout le monde expliquait, et vous-même, vous avez été un peu contaminé d'ailleurs, qu'avec les ateliers d'empathie, on pouvait faire reculer la violence. Bon, où ils sont les ateliers d'empathie? Et en fait, bon, le prof, il a plus son magistère, il a plus de magistère, le prof, il est tombé de sa chaire, et d'ailleurs, il ne demande même plus à y remonter. Et je pense toujours au mot de Peggy sur les instituteurs de l'école normale. Ils étaient sveltes, sanglés, souverains sur leur classe. Bon, et fonctionnels selon le principe édification, imitation. Parce que l'éducation, c'est des modèles. Bon. Et récemment, j'ai relu, enfin vraiment par le plus grand des hasards, des comptes rendus des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Et je suis tombé sur un
une inspection sur un collège qui s'appelle le lycée Fontane, et il y avait un jeune garçon de 11-12 ans qui était brillantissime, et l'inspecteur général veut le mettre à l'épreuve, l'inspecteur de l'enseignement secondaire, et il lui a dit, Monsieur Caillot, il s'agit de Joseph Caillot, futur président du Conseil. Il lui a dit, Monsieur Joseph Caillot, quelle était la couleur des cheveux d'Alexandre? Vert, Monsieur l'inspecteur général. Ah, et pourquoi vert? Parce que c'était des lauriers. Bon, je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Vous vous rendez compte, la pente descendue. Alors, on a le Premier ministre qui disait l'autre jour avec Darius Rochebain, une chose juste, il faut revenir à l'écrit. Bah oui, revenir à l'écrit, revenir à l'oral, revenir à l'alphabet, quoi. Jeanne d'Arc disait, je ne savais ni le A ni le B. Non, elle savait que le A et le B. Bah là, ils ne savent même plus le A et le B. Voilà. Et enfin, le dernier mur porteur, c'est la famille, l'institution matrimoniale. Alors là, Macron, il a bien travaillé avec Hollande. Ils ont détruit l'institution familiale. Il n'y a pas de ministère de la famille. Et on a réussi une opération incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vit avec une société sans père. Société sans père, donc au nom de la lutte contre le patriarcat. Mais quand on écoute le maire, Madame Petit, voilà, j'ai vu le maire du 14e arrondissement. Oui, alors elle parle de l'excuse absolutoire, elle explique que la pauvreté, etc. Toujours le même discours qui n'est plus supportable. Et en fait, il faut qu'on sorte de la société rousseauiste. Les deux, Sandrine, Jean-Jacques. Sandrine pour aujourd'hui, Jean-Jacques pour hier. Pourquoi? Parce que l'excuse absolutoire, c'est la défense sociale nouvelle. J'ai connu ça quand j'étais en première année de droit. C'était l'idée que le système pénal devait et doit avoir comme première préoccupation non pas la punition, non pas la sanction, non pas la réparation, non pas la dissuasion, mais la réadaptation sociale du délinquant. C'est-à-dire que c'est la décriminalisation de la déviance. Et c'est l'application de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. L'homme n'est bon, c'est la société qui le déprave. Vous savez, toute la construction juridique de l'excuse absolutoire et donc de la doctrine pénale repose sur cette phrase fameuse que on connaît tous, conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu, qui rend l'homme semblable à Dieu. Voilà, on paye cher tous les jours. Ce sont les idées qui mènent le monde. Et ces idées-là, elles nous détruisent. Philippe de Villiers, juste un instant, parce que vous parliez de François Bayrou, qui a été interrogé par notre confrère Darius Rochebain et qui disait il faut revenir à l'écrit, parce que François Bayrou est un homme de lettres, il connaît le poids des mots, et lorsqu'il parle de sentiment d'impunité, on parlera du sentiment de submersion migratoire dans un instant, mais il dit sentiment d'impunité, donc il est conscient de ce qu'il dit. C'est oui. Un sentiment, l'impunité, chez ces délinquants, désormais criminels? Il fait écho au ministre du sentiment d'insécurité? Au grand acteur. Partage la même pensée. Vous êtes allé à... Pas encore, c'est ce samedi. Il y a un acteur qui a été garde des Sceaux, mais qui est en fait un acteur, d'abord un acteur, c'est le nouveau Jean-Pierre, Éric Dupond-Moretti. Et alors lui, il disait le sentiment d'insécurité. En fait, est-ce que vous connaissez un film Non, sans doute pas, parce que vous êtes trop jeune. Il est sorti il y a longtemps. La vache et le prisonnier. Si, bien sûr. Et vous vous souvenez, il y a une image fantastique, c'est Fernandel, il a une corde, et au bout de la corde, il a une vache, et il s'évade, grâce à ce subterfuge, avec sa vache. Et sa vache lui obéit, et il a ce mot splendide, qu'on a souvent commenté avec Pasqua, parce que comparé Pasqua et Fernandel, il dit « Elle a du sentiment, ma vache ». Eh bien, chers amis, on a des ministres qui ont du sentiment. Justement, parlons d'un autre sentiment, le sentiment de submersion migratoire. Cette expression est venue inonder, je le disais, les débats politiques et médiatiques
cette semaine. François Bayrou qui a dit « Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. » Je précise que 65% des Français considèrent que la France est-elle, non pas ce sentiment, est-elle submergée par l'immigration. 65% des Français. La gauche hurle depuis le début de la semaine. Le mot Philippe de Villiers est-il exagéré? A-t-il eu raison, François Bayrou? Alors, moi je lui pardonne. Il est dans un sas propédeutique, c'est-à-dire de décontamination. J'ai connu François Bayrou, moi, en 2012, vous vous en souvenez peut-être, qui préconisait dans son programme présidentiel de candidat le droit de vote aux élections locales. Et il était le voisin à l'époque de Bernard Stasi, qui avait sorti un livre qui s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Donc François Bayrou était immigrationniste, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il a tout de suite dit, quand il a pris ses fonctions, qu'il n'y aurait pas de loi sur l'immigration. On ne touche pas à ces questions-là. Donc là, il a fait un bel effort. Il a parlé du sentiment. Moi, ça me rappelle ma mère à Rotheneuve, quand on était en vacances, on était sur la plage du Val avec nos boxer shorts, avec mon frère Bertrand, et elle disait « Vous faites trempette, les enfants ». Et elle dit « Attention, parce qu'il y a des grosses vagues. Il peut y avoir submersion ». Oui, donc en fait, c'est ça le sentiment. C'est on fait trempette, mais on n'est pas encore dans la submersion. Mais c'est un premier geste. Vous voyez, et en fait, je dirais que Bayrou, c'est un catéchumène de la politique migratoire. Il s'approche doucement, mais encore avec quand même quelques précautions sémantiques. Sentiment de submersion. Alors en fait, la submersion, je vais vous dire, c'est simple. Tout le monde parle d'immigration illégale, ça arrange les hommes politiques. Humanité, fermeté. Quand ils disent ça, humanité, fermeté, ça veut dire fermeté sur l'immigration illégale, et puis on laisse couler sur l'immigration légale. Donc l'immigration légale aujourd'hui, c'est 500 000 entrées, donc 350 000 cartes de séjour, plus 150 000, 180 000 même, on dit parfois, Monsieur Leclerc dans le Figaro. Demandeurs d'asile. Et après, il y a l'immigration illégale. Alors là, on ne sait pas. On n'a pas les chiffres. On sait qu'il y a eu 35 000 régularisations pendant l'année. Et quelle serait la politique migratoire de la France? Je me suis posé cette question en écoutant François Bayrou sur la submersion. Et en fait, j'ai retrouvé dans la tête une phrase qui m'avait beaucoup marqué, je trouve magnifique, de Régis Debray. Vous voyez, je suis éclectique. Et qui dit « Une nation, c'est des contours et des compteurs ». Les contours, on n'y revient pas. Le mot frontière est un mot tabou de tout le gouvernement, y compris le ministre de l'Intérieur. On ne touche pas aux frontières. C'est-à-dire qu'en fait, les frontières, elles sont... Voilà, il y a un pays qui n'a pas de frontières, comment voulez-vous qu'il se protège? Si je vous dis, vous allez ouvrir vos volets, vous allez ouvrir votre porte, il n'y aura plus de clés et il n'y aura plus de concierge, vous ne serez pas trop rassuré. Bon, ben, c'est aujourd'hui le sort de tous les Français. Et ensuite, les contours, mais aussi les compteurs. Les compteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, François Bayrou, il parle d'intégration, vous remarquerez, jamais d'assimilation. On assimile des individus, on intègre des groupes. Et parfois, d'ailleurs, on parle d'insertion ou d'inclusion, c'est-à-dire qu'on insère des communautés. Vous voyez, c'est le cran d'après. Et Bruno Retailleau, dans sa circulaire, dit il y a deux choses, la langue et le respect des valeurs de la République. Vous croyez que ça suffit, ça? C'est le code de la route? Non. Dans l'article 21 du Code civil, l'assimilation, c'est le respect de la mémoire commune. On épouse la mémoire commune qu'on trouve sur place. On se défait de sa propre mémoire. Donc c'est un effort terrible parce que c'est une greffe difficile. On accepte l'art de vivre et ensuite la langue. Mais pas seulement la langue, c'est d'abord la mémoire commune, c'est-à-dire qu'on accepte un imaginaire.
Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques heures. Je marchais dans la rue, c'était vendredi dernier, et je tombe sur quelqu'un qui m'arrête, 35 ans à peu près, et il me dit, je peux vous serrer la main? Je dis, oui, bien sûr. Bon. Et il dit, voilà, je suis marocain musulman. Il dit, ah, très bien. Et je regarde votre émission tous les vendredis, là, je cours parce que, voilà, et on est de plus en plus nombreux à regarder votre émission, nous, les Marocains, musulmans. J'insiste bien, musulmans. Je dis, pourquoi ça ne me gêne pas, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que, en fait, je voulais vous dire, merci, monsieur de Villiers, parce que vous nous aidez à rencontrer des gens qu'on n'a jamais connus. Je dis, ah bon? Par exemple, Louis XIV, Jeanne d'Arc et tant d'autres. Et vous nous aidez à participer de vos héritages. Je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux après. Je me suis dit, c'est ça l'assimilation. C'est quand on est capable, nous les Français, d'oser parler de la France d'une manière telle que ceux qui viennent vers nous, pour peu qu'ils le désirent, soient tentés de nous rejoindre. Vous souhaitez revenir également, Philippe de Villiers, sur une affiche de campagne, celle de François Mitterrand et du clocher qui domine cette formule, la France tranquille. On va la découvrir ensemble. C'était en 1981. Quel rapport, Philippe de Villiers, existe-t-il entre notre question de l'immigration et cette affiche? Alors, cette affiche, pour moi, elle a une histoire personnelle. En 86, quand j'étais secrétaire d'État, je parlais souvent avec le président de la République et il me dit vous avez mis le drapeau en berne à la sous-préfecture de Vendôme en 81. Je dis oui, j'avais peur du social-communisme. Et vous, votre affiche, entre nous? Il me dit pourquoi? Il dit la campagne, le patrimoine, le village, l'église et les sonorités natales. Et il sourit, et même il éclate de rire, et il me dit « Ah, vous avez compris, oui, je voulais m'adresser à votre France, à vous. » Et en fait, arrondir un petit peu ma fortune électorale avec le denier du culte. Et donc, en fait, ce François Mitterrand qui fait la force tranquille, donc qui s'adresse à la bourgeoisie, la bourgeoisie conservatrice. Ensuite, dès qu'il arrive au pouvoir, il fait la régularisation des sans-papiers, puis il fait la marche des beurs, etc. Et puis en 88, devant Chirac, il ose dire « Non, mais le seuil de tolérance est atteint ». Alors même la gauche est désarçonnée. Voilà. Donc en fait, la gauche, elle a joué avec l'immigration comme un chat joue avec une pelote de laine. Justement, Jacques Chirac, Philippe de Villiers, autre tournant selon vous, et cette absence de prendre le sujet en main à droite, c'est la fameuse expression de Jacques Chirac, du bruit et de l'odeur. Nous sommes en juin 1991 à Orléans, devant 1300 personnes lors d'un fameux dîner-débat. Écoutez Jacques Chirac à l'époque. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous étiez présent dans la salle au moment où Jacques Chirac a prononcé ces mots. C'était il y a 34 ans. C'est une énorme polémique dont on se rappelle encore aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, c'est un tournant? C'est un tournant parce que, juste après, j'ai parlé avec Juppé, qui était rigolard et qui trouvait ça très bien. Alors, il y a eu, en fait, 3 étapes que je rappelle.
et qui sont significatives. La première étape, c'est Villepinte, les assises de l'opposition. Et là, le thème, c'est la France ne doit plus supporter l'immigration. Juppé dit l'islam est incompatible avec la France, tenez-vous bien, Juppé, au lutrin, et pas de régularisation. Donc ça, c'est Villepinte, 1990. Après, on a la séquence de l'odeur, et ensuite, quelques mois après, quelques années après, on a l'identité heureuse de Juppé. C'est-à-dire que là, c'est fini, Juppé dit non, il faut la diversité. La société multiculturelle, c'est Juppé, l'identité heureuse, c'est-à-dire en fait ouvrir la France à tous les courants de l'immigration pour changer de population. Philippe de Villiers, vous souhaitez nous parler ce soir de Charlemagne, mort le 28 janvier 814, et vous avez souhaité nous parler ce soir également d'un de ses neveux. Philippe de Villiers, c'est à vous. Oui, parce que il ne vous a pas échappé que Charlemagne est mort le 28 janvier. Voilà. Bon, donc on est raccord. Complètement. Et comme tout le monde connaît depuis l'école Charlemagne, qui a inventé l'école, vous vous souvenez de la chanson? Exactement. Je me suis intéressé à un de ses neveux, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà l'histoire. Le calife Marsile est allongé sur un perron de marbre bleu sous les luminaires et encensoirs orientaux et réunit son conseil. Il est inquiet, il sent qu'il est cerné, qu'il est traqué par l'empereur Charlemagne et son armée. Alors il tente une ruse. Inonder le roi des Francs de cadeaux et lui proposer même de devenir son vassal. De son côté, Charlemagne réunit le conseil des 12 pairs de France sous sa tente armoriée. Et là, l'un d'eux se lève, c'est son neveu, Roland. Roland se lève et met en garde toute l'Assemblée. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de tomber dans un piège? Le calife pratique la taqia. La seule vérité, c'est de prendre Saragosse. Là, il y a un autre père qui se lève, Ganelon, et qui contredit le jeune neveu impétueux en disant ceci: non, il faut parler avec les Sarrasins, il faut tenter le vivre ensemble, il faut tenter l'accueil de l'autre. Charlemagne hésite entre les deux et il finit par trancher. C'est Ganelon qui a raison, il faut aller discuter. Et il envoie Ganelon comme messager auprès du calife. Ganelon cède son cheval, il prend le gond, le bâton, comme on dit à l'époque, et il arrive sous les remparts de Saragosse, et puis le voilà devant le calife. Marsile. Il a la trahison au bord des lèvres. Écoutez bien. Seigneur calife, le roi Charlemagne a confié son arrière-garde à son neveu Roland. Il n'y aura pas de paix tant que Roland sera vivant. Ah bon? Et pourquoi? Il faut que vous, les Sarrasins, vous alliez le cueillir par où il va passer. Et je vous dis par où il va passer. Par le col de Roncevaux. Il faut aller le cueillir au défilé de Roncevaux. Voilà, la trahison est consommée. Le calife Marsile se lève, le prend dans ses bras. Ah, Ganelon, quel plan admirable! L'armée des Sarrasins se met en route. Elle monte dans les escarpements jusqu'au col de Roncevaux. En voyant cette armée arriver, Roland se tourne vers Olivier et lui dit: c'est perdu. Il comprend qu'il est perdu. Il ne veut pas leur laisser son épée, Durandal.
il tente de la briser. Elle résiste. Et même elle s'envole. Et elle ira se ficher dans un rocher de Rocamadour. Et là, c'est la fin. Olivier supplie Roland de sonner de son olifant pour appeler Charlemagne. Il sonne, en vain. Et là, il va mourir. Il supplie, il implore Olivier avec cette phrase fameuse qui a franchi tous les siècles pour arriver jusqu'à nous et jusqu'au chanteur Charles Trenet. Tu tourneras ma tête vers France la douce, France la douce, douce France, cher pays de mon enfance. C'est la première fois que cette expression est utilisée. Et là, en cet instant, l'histoire entre en scène. Les allégories s'enchaînent. On dira de Roland, le preux Roland, c'est un archétype. On dira de Ganelon, le félon Ganelon, c'est un autre archétype. Et de veillée en veillée, dans toutes les chaumières de France pendant des siècles, on célébrera la vallée des larmes, le col héroïque, la défaite transfigurée par des mots, grâce à un homme, un certain Turold. L'œuvre est connue, l'homme est ignoré. Un certain Turold qui, pour la première fois dans l'histoire de France, fait de la France un poème national. Et songez qu'à Hastings, en 1066, les Français déclameront la chanson de Roland. Et ensuite, au fil des siècles, tous les soldats de France, je sais ce que c'est, j'appartiens à une famille de soldats, voudront toucher, brandir, serrer dans leurs deux mains l'épée du Randal. C'est un symbole. Chers amis, la France n'est pas née d'un coup d'échine, d'un coup de force, d'un trait de plume de Robin. Elle n'est pas née d'un accident de la géographie ou de l'histoire ou d'une race. Non, la France est née d'une chanson de geste. La France est née de la chanson de Roland. La France est née d'un acte littéraire, et cela nous oblige. La France est une langue, c'est-à-dire un vecteur et un imaginaire. Merci Philippe de Villiers.